tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Jacques Villéglet, donc je ne me présente pas, que Catherine Franblin, qui est, elle, historienne, critique d'art et commissaire d'exposition, va vous retracer la carrière, l'immense carrière, puisque Jacques est avec nous et toujours actif. Il y a une très belle exposition en ce moment à la galerie Valois. Malheureusement, elle est fermée pour les raisons que vous connaissez, mais elle va réouvrir et vous pourrez voir cette très belle exposition qui n'est pas une exposition rétrospective, qui est une exposition qui montre des œuvres faites de nos jours. Donc, je laisse la parole à Catherine et à Jacques pour cette très bel entretien. Merci. Merci. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors je voudrais commencer cette discussion par une petite introduction. Et pour démarrer, je vais vous prendre un extrait d'un texte que vous avez écrit et qui a été publié dans votre livre Urbi et Orbi, en page 18. Je trouve que cet extrait dit bien votre travail, votre intention, et dit bien aussi que vous êtes un artiste assez rebelle, un artiste insoumis, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire chez vous. Alors cet extrait dit ceci. Pascal parlait de la vanité qu'il y avait à peindre des objets auxquels on prête peu d'estime. Notre vanité, c'est-à-dire votre vanité, notre vanité, c'est-à-dire vous et quelques personnes que l'on définira comme les affichistes autour du nouveau réalisme, notre vanité aura été d'estimer l'écriture picturale surfaite, de vouloir nous passer du peintre en voie de sacralisation et de présenter sans intermédiaire, tels quels, les rebuts de la production industrielle lorsqu'ils sont menacés par la destruction, somme toute, de montrer la beauté de ce qui est discrédité, altéré, diminué. Ces quelques lignes appartiennent à un recueil de textes qui date de la fin des années 50, début des années 60. Ces textes théorisent votre démarche d'appropriation de l'affiche lacérée et ils constituent aussi une préfiguration de la pensée sous-jacente au nouveau réalisme, le groupe qui a été fondé en 1960 par Pierre Restany, groupe dont vous avez fait partie avec Yves Klein, Armand, d'autres artistes, Niki Saint-Phal, Jean Tinguely, et un autre breton comme vous, Raymond Hins. C'est avec Raymond Hins que Jacques Villéglet, qui est né en 1926, donc qui a, si je ne me trompe, 95 ans, c'est avec lui qu'il a fait ses premiers échanges intellectuels et avec lui qu'il va exposer pour la première fois des affiches lacérées. Cette exposition est présentée à la Galerie Colette Allenby en 1957, une galerie très importante parce que c'est elle qui a lancé énormément d'artistes de l'avant-garde, dont Yves Klein et puis d'autres. Mais en 1957, en fait, quand Jacques expose ses affiches, il a déjà cessé de collaborer avec Raymond Hins et il va faire son propre chemin. L'exposition s'appelle « Loi du 29 juillet 1881 » où, il y a deux titres, « Le lyrisme à la sauvette ». La loi du 29 juillet tient pour l'essentiel dans la formule « défense d'afficher ». C'est une formule que l'on trouve encore parfois inscrite sur les bâtiments publics. C'est une formule qui est censée protéger les bâtiments publics de l'affichage, défense d'afficher. Mais elle n'empêche nullement
dans les années 60 jusqu'aux années 90, l'affichage sauvage qui prolifère dans les rues de concert avec l'affichage commercial. Quant au lyrisme à la sauvette, qui est l'autre titre de cette exposition, il renvoie au caractère délictueux des actes de dégradation ou de protestation contre le discours de l'affiche ou le discours de cet affichage sauvage qui est fait de lacération, de graffiti, d'inscriptions à la bombe, de lacération donc, qui est le fait de contestataires. Ces contestataires sont parfois très violents. Ici, vous avez une image. Alors, non. Alors, oui, donc, cette image, ça s'appelle, cette œuvre est de 1967, elle s'appelle l'anonyme du dripping. Les contestataires, visiblement, ont jeté un pot de peinture sur l'affiche. Un autre type d'image, c'est l'image que vous voyez et qui s'appelle rue Pierre-Lescot. Eh bien, c'est aussi une façon de répliquer à une affiche en ajoutant une moustache à un homme politique. Les affiches que Villègle s'approprie mettent en évidence ces actes qui s'opposent au discours social, commercial, politique. Très vite, Villègle a imaginé le personnage du lacéré anonyme. C'est un sujet collectif constitué de tous les lacérateurs anonymes, animés par le besoin de raconter leur propre histoire. À travers ce personnage fictif, que l'on peut assimiler à Caliban, c'est Jacques Villègle qui l'assimile à Caliban, personnage de Shakespeare, ou à Fantomas, ou à Arsène Lupin, à travers ce personnage de lacéré anonyme qui n'est ni un personnage réel, ni Jacques Villègle, mais qui est un peu tous ces personnages. On dirige un peu le micro vers vous. D'accord. Sur le bouton, voilà. Pardon. À travers ce personnage de lacéré anonyme, Villègle entend rendre justice à, je cite, l'individu anonyme ou au groupe anonyme qui lutte dans le brouillard pour obtenir un droit à la parole. Durant plusieurs décennies, Villègle a fait de la rue son atelier. C'est là qu'il a trouvé la matière d'un mode d'expression inédit qui s'appuie sur la pratique du décollage plutôt que du collage ou du ravir plutôt que du faire. Nous reviendrons sur ces notions. Son activité relève de la kleptomanie. 2 coups de couteau en haut, 2 coups en bas, un coup à gauche, un coup à droite, et il s'empare d'une affiche. Le geste doit être rapide, il suppose donc d'aller vite, mais surtout de voir vite. Ça, c'est une chose merveilleuse, c'est qu'il faut avoir, comme dit Jacques Villègle, une vivacité de l'œil. Et ça, je crois qu'il l'a vraiment. C'est aussi dans la rue, plus précisément dans le métro, qu'il a trouvé les alphabets qu'il transforme depuis une dizaine d'années en images. L'importance de la rue se traduit par les titres, comme vous le voyez, qu'il donne à ces affiches, puisque ces affiches portent le nom de la rue où elles ont été prélevées, ainsi que la date de la prise. Avant même sa première exposition, Jacques Villègle a compris
Et c'est une chose que j'admire énormément, je pense que c'est là son génie. Il a compris qu'il pouvait construire une œuvre complète, d'une extrême richesse, d'une extrême variété, rien qu'avec l'affiche telle qu'elle se présentait sur les murs, avec ses déchirures, ses effacements, ses couches de mémoire, avec tout ce que ces affiches racontent de la comédie urbaine, pour reprendre le titre de l'exposition qui a eu lieu à Beaubourg en 2008. Cher Jacques Villègle, vous avez su vous éloigner des débats stériles de la fin des années 50 qui commandaient de se situer soit du côté de la figuration, considérée comme obsolète, soit du côté de l'abstraction, soi-disant moderne, mais devenue académique. Par le recours à un matériau qui nous plonge dans les mémoires, dans les méandres de l'histoire sociale, politique, intellectuelle de ces 50 dernières années, vous avez renouvelé la peinture que l'on disait finie. Votre travail nous offre le témoignage de la diversité des beautés inaperçues de notre environnement urbain. Votre travail nous offre tout simplement du sens. Donc merci Jacques Villègle. Et maintenant, c'est à vous de parler. Ça va être à vous de parler. Nous allons regarder des images sur lesquelles je vais vous interroger. La première image que j'aimerais vous soumettre, c'est cette image de l'École des Beaux-Arts. Alors, vous avez fait l'École des Beaux-Arts à Rennes en 1945. Voilà, c'est une photo de l'École des Beaux-Arts. Je pense que je n'y suis pas. Mais c'est ma génération. Mais vous y étiez à cette école. Il y avait une chose que j'ai appris par la suite. On demandait à Braque qu'est-ce que c'est que les écoles des beaux-arts et comment on devient artiste. Et il disait les artistes se font entre eux. Les professeurs sont là pour donner des conseils, pour essayer d'éclaircir des problèmes, mais c'est chaque génération, c'est entre eux qu'ils créent leur époque. Et c'est Braque qui a dit ça pour l'enseignement. Donc, j'ai appris le cubisme à l'âge de 17 ans. Il n'y avait aucune éducation d'art à l'époque. Pendant l'occupation, étant donné qu'il y avait l'occupation allemande et nazie, et le pétiniste, c'était vraiment lamentable. Bon, c'est pas pour ça que les résistants aimaient la peinture. Je ne crois pas qu'il fallait parler peinture avec Malraux, ne parlait pas peinture avec De Gaulle, certainement pas. Et par la suite, j'ai appris qu'il y avait progrès quand il y avait économie. Et quand j'ai fait les affiches lacérées, quand je les ai choisies, il y avait vraiment une économie parce que tout le travail était fait. Mais j'étais inquiet parce que le matin, je pouvais prendre une affiche qui était très désordonnée et l'après-midi, prendre une affiche qui semblait très construite où on trouvait le nombre d'or. Mais même dans un tableau désordonné, on trouve le nombre d'or. Hein. Il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Donc, mon travail, c'était de cadrer
quelque chose que je prenais sur les murs. La première fois que j'ai ressenti que c'est par le choix qu'on pouvait faire de l'art, c'est lorsque je me suis inscrit à l'École des Beaux-Arts de Nantes en 1947. Je ne m'entendais pas avec le chef d'atelier de Rennes, donc j'étais resté en province et je travaillais chez les architectes. Et l'École des Beaux-Arts, j'ai choisi la section architecture parce que je savais que le métier de peintre est une aventure terrible, il faut attendre longtemps. À mon époque, un jeune peintre à Paris avait 40 ans. Jacques. Vous voyez la différence. Mince. C'est le téléphone, je croyais que c'était moi qui faisais des bêtises. Jacques, on va rester un petit peu sur l'École des Beaux-Arts. Restez un petit peu parce que je voudrais que vous... Jacques. Alors donc c'est un historien de l'art critique qui a dit cela, je ne me rappelle plus qui c'est. Donc j'économise énormément de choses. J'économise le support, donc je n'étais pas tellement riche. Hein. Mon père, pour mes études, pouvait me donner le minimum vital, tout juste. Hein. Et je cherchais ce qui pouvait être nouveau. Jacques. Ce qui m'impressionnait le plus dans le passé, c'est la typographie de Georges Braque dans les tableaux. Ça remplaçait nettement. Jacques, vous avez tout de suite... Oui, mais c'est après ça. Non, mais attendez mon raisonnement, ah, oui. Au lieu de me couper. Bon, alors on va revenir aux affiches. Miro m'interrogeait, parce que vous voyez cette reproduction... De Miro. Hein, j'y comprenais rien, mais ça me décourageait pas. Je me disais, il faudra que je comprenne ce qui en est. Miro avait dit, je veux tuer la peinture. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne pouvais pas le comprendre non plus. Et puis vous n'aviez... simplement qu'à cette époque-là, la peinture, il y avait le salon de la peinture officiel. Donc ça allait très très bien dans ce salon de la peinture. Donc quand il disait « je veux tuer la peinture », il voulait tuer la peinture que vous avez dans cette pièce. Et ça, je ne pouvais pas le comprendre. Et parce que Rénal, il parle un peu de Braque, un peu de Picasso et de beaucoup de peintres traditionnels. Mais j'avais l'ABC du départ. Je savais que la typographie avait remplacé la femme nue. Et ça m'intéressait. La typographie, il y avait une école ABC qui disait « si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Donc, je me disais, c'est pas la peine d'aller à l'école des Beaux-Arts pour apprendre quelque chose, mais suivant le conseil de Braque, les écoles des Beaux-Arts servent parce que les jeunes d'une même génération ont un endroit pour se connaître et les professeurs sont là pour donner des conseils selon leur talent dont je ne vais pas discuter. Donc la typographie m'a intéressé. Les affiches, une affiche sans lettres n'est pas une affiche. Donc je suis un disciple de Braque et Picasso a copié Braque. C'est pour ça que Malraux avait fait très attention de mettre en valeur Braque, mais Braque est un Normand, c'est le pays où il y a les vaches, la pelouse et tout. Picasso
est un Espagnol, un pays qui a été traversé par plein d'étrangers. Ça fait la différence de caractère. Moi, je suis breton, il n'y a pas d'école de peinture en Bretagne. Il y avait un musée qui était dit musée d'art moderne, c'était le musée de Morlaix, et il y avait un Monet simplement donné à ce musée par un grand critique parisien qui venait passer ses vacances dans une plage à 8 km de Morlaix. Alors, ce tableau, je l'ai vu, eh bien, je ne pouvais pas savoir où était le haut, le bas, le droit et tout, tellement il était couvert de nicotine. Vous voyez où en était l'instruction à cette époque-là. Bon, je suis rentré dans un musée qu'après la guerre. Et à la fin de la guerre, j'avais 18 ans. Le musée de Nantes, c'était Manessier. Jacques, donc la peinture religieuse. Jacques, vous pouvez m'écouter? Alors, j'avais compris quand même que la typographie était un élément de peinture qui remplaçait la femme nue. Donc, le choix sur les affiches était tout fait. C'est avec Raymond Hins que boulevard du Montparnasse, à côté du Dôme, il y avait une grande palissade. Et vous voyez, à Paris, il y avait plein de palissades parce que Paris est sur des carrières. Donc, il faut faire des fondations beaucoup plus profondes que partout ailleurs. Donc, avec les crises depuis 1900, alors la guerre de 14-18, la crise de 1929, il n'y avait presque pas de construction nouvelle à Paris, à part le musée d'art moderne de la ville de Paris, que lorsque je suis passé à Paris en 1944, en février 1944, tous les musées étaient fermés. Donc, je suis rentré dans un musée à l'âge de 20 ans simplement. Je n'avais que les livres pour apprendre quelque chose. Jacques. Malheureusement, j'étais dans une ville qui était très résistante. Mais comme par hasard, le bibliothécaire était vichysois. Donc, c'était un bon père de famille, on pouvait lui reprocher rien du tout. On ne pouvait pas lui dire qu'il gommait l'art contemporain. D'ailleurs, tout le monde s'en fichait. Chez les jésuites où j'ai été élevé, on ne s'occupait pas de peinture, de sculpture. On apprenait simplement l'histoire des civilisations. Mais l'art plastique ne rentrait pas dans l'histoire des civilisations à cette époque-là. Jacques, est-ce que je peux vous demander cette affiche? Alors, attendez, ça n'arrive pas comme ça dans un coup. Alors, non, mais il y a un cheminement. Je me promène à Nantes. Je me promène à Nantes avec Raymond Hins et tout d'un coup, on entend les scies mécaniques des usines. On voit des bateaux qui passent. Et tout d'un coup, on dit c'est un sujet de peinture. Mais l'air frais, on dit on ne peut pas rentrer l'air frais dans un... Donc, on sent à ce moment-là qu'il faut prendre la réalité telle qu'elle. Et l'affiche dans la rue déchirée et la réalité telle qu'elle. L'art ne fait de progrès que quand il y a économie, et on faisait le progrès du travail. Donc on arrivait au bout. Le premier tableau est un tableau avec des lettres. C'est Ac Alma Manetro. Il est désigné par des mots que l'on voyait dans ce tableau. C'est un tableau assez long. Il a été pris entre la coupole et le dôme. Il y avait une grande palissade.
Donc, à cause de l'économie et que tout Montmartre et tout Montparnasse est construit au-dessus de carrières, donc il faut faire des fondations très profondes. Et il n'y avait plus d'argent en France à partir de 1929. Il y avait la crise, j'ai connu la crise, j'ai vu autour des banques tous les rentiers. À cette époque-là, il y avait plein de rentiers. Hein. C'est pas comme notre époque. On sait que trois générations qui ne travaillent pas, il n'y a plus de fortune. Donc, tout cela a pesé sur moi, les grèves, les rentiers autour des banques et en 1943, comme par hasard, le 6 juin 1943, un an avant le débarquement, je tombe sur le livre de Maurice Raynal et je vois Miro qui dit « Je veux tuer la peinture ». La peinture, c'était le salon de la peinture en France, où vous voyez les tableaux là. Donc, c'est petit à petit, l'affiche lacérée, aussitôt, je me dis, on prend la réalité telle qu'elle et on la porte dans un musée. Ça a été assez mal vu par l'administration, parce que ça faisait voyou. Donc, on a mis beaucoup de temps à rentrer dans le milieu. Heureusement, on a connu une personne qui n'avait aucune qualité de marchande, Colette Allendy, la femme d'un psychanalyste, et les premiers psychanalystes, vous voyez, on n'en parle pas. Les 10 premiers psychanalystes sont ridiculisés parce que c'était une science qu'ils étaient en train de créer. Donc, le docteur Allendy avait des origines bretonnes et il était né dans une île du sud de l'Afrique. Donc là, on était dans un milieu qui avait, Antonin Artaud aurait pu mourir chez Colette Allendy. Vous voyez, Colette Allendy était prêt. Et quand on voit la folie de Colette Allendy, de Antonin Artaud, on se demande, les premiers Antonin Artaud, c'est dans la collection de Colette Allendy que je les ai vus. C'est donc par les marchands que j'ai appris le métier. À cette époque-là, on pouvait faire toutes les galeries de Paris en 2 après-midi. On faisait un après-midi rive droite, un après-midi rive gauche. Vous voyez, à l'heure actuelle, c'est une chose qui serait impossible à faire. Donc, je suis dans un milieu qui ressemble à rien à ce qui existe à l'heure actuelle. Donc, on fait notre éducation nous-mêmes. Il n'y a pas de professeur. Donc, j'avais un frère qui était malade, mes parents l'avaient abonné au cours ABC, dont la devise était « Si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Donc, ne sachant écrire, je n'ai pas resté dans une école de peinture, j'ai fait architecture, parce que je savais que le métier de peintre est une véritable aventure, qu'il faut être tenace, qu'il faut que vous montez un jour et le lendemain vous rechutez. Donc j'ai fait architecture et ça m'a permis de gagner ma vie. Mais quand je faisais l'architecture, je faisais la surveillance des constructions scolaires. Donc quand vous avez été dans l'extérieur, le soir, vous pouvez travailler intellectuellement. J'ai connu d'autres qui travaillaient chez les architectes. Le soir, ils étaient fichus, ils ne pouvaient pas travailler. Et c'est ça, parce que en 1943, avant la fin de la guerre, j'ai travaillé chez un architecte
Donc j'ai eu le temps de comprendre qu'il ne fallait pas être architecte. Donc j'ai fait l'école d'architecture parce que je me suis dit, grâce à ça, j'arriverai à gagner ma vie, mais sans dessiner dans les chantiers, à surveiller les entrepreneurs et les architectes. Et Jacques, donc, je m'en suis sorti financièrement parce que j'ai réfléchi à un métier qui était intellectuel, si on veut, mais qui me faisait sortir, me faisait promener, qui était peut-être difficile et fatigant physiquement, mais pas intellectuellement. Jacques. Et comme ça, je pouvais travailler le soir et je me relevais la nuit pour travailler. Alors, les affiches lacérées, il y a les lettres qui sont chez Braque et puis chez Picasso. Il y a des choses qui peuvent ressembler à Miro. Donc les gens, ils me disaient « Ah, vous faites toujours les affiches ». Et comme si un peintre ne faisait plus de peinture avec la peinture à l'huile. Justement, je veux vous parler de la peinture. La peinture. Regardez, vous avez créé... Jacques, la peinture, à cette époque-là, tout le monde faisait de la peinture abstraite et il se croyait d'avant-garde. Mais Kandinsky pouvait être mon grand-père. Donc, j'allais pas faire la peinture de mon grand-père. Donc, je faisais la lacération d'affiches. Alors, la lacération d'affiches, ça faisait vraiment voyou. Et les fonctionnaires de l'État ont été contre ça très bien. On a eu de la veine d'avoir la première biennale de Paris. Et Malraux est resté 3h30 le jour du vernissage. Ça a soufflé les journalistes. Donc, cette biennale qui aurait pu passer à l'as, du fait que Malraux a passé 3h30 à regarder tous les tableaux et tout, et il passait son temps à dire une phrase qui datait de la fin du XXe siècle, l'État n'a pas à se soucier de donner des conseils aux artistes, il doit les soutenir. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a rien dit qu'une peinture était bonne ou n'était mauvaise. Il est resté 3h30 et la biennale a été un succès à ce moment-là. Tous les journalistes en ont parlé. Et c'est ça qui nous a permis de sortir de la pénombre. On avait des amis dans le milieu, mais c'était des amis peintres qui ne pouvaient pas nous aider. La marchande de tableaux qu'on avait n'avait aucune qualité de marchande de tableaux. Au vernissage, il y a un collectionneur qui m'a demandé un prix. J'ai dit 15 jours du minimum vital et elle a trouvé ça trop cher. C'est aux marchands de tableaux de donner les prix à un artiste s'il ne sait pas la valeur de ses tableaux, parce que c'est le marchand qui doit s'occuper du commerce. Chacun son métier. Jacques, est-ce que je peux vous poser des questions? Oui, j'écoute. Alors, vous avez ramassé cette affiche qui représente une publicité pour une exposition de Dubuffet qui vient d'avoir lieu, et le lendemain, vous constituez toute une collection autour des affiches concernant Dubuffet. Et cette affiche lacérée que vous ramassez, elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle la peinture dans la non-peinture. Et vous allez créer tout un ensemble de travaux qui ressemblent à de la peinture, mais en montrant toutes sortes de peintures différentes. Vous avez la peinture qui représente Dubuffet, vous avez
des peintures abstraites, vous avez une peinture figurative. Toutes ces peintures sont des peintures dans un système qui est le système de non-peinture. Donc vous reconnaissez que vous faites de la peinture. Oui, et alors là, ça pouvait être dangereux pour moi, parce qu'on pouvait dire que j'étais un éclectique, que le matin, je faisais quelque chose de très ordonné, et le soir, quelque chose de très, très désordonné. Donc, il fallait que je corrige le trait. Donc, je disais, c'est pas moi qui fais, c'est le lacéré anonyme qui est comme le juif errant. C'est un mythe. Et ça a marché pour moi, parce que ce que pensaient les autres, il ne faut pas s'en occuper. Un artiste, il doit écouter les discussions, ce qu'on lui reproche et tout, mais il ne doit pas s'en occuper. Il doit suivre un instinct, et l'instinct, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. J'ignore totalement ce que j'allais faire au départ. Je savais tout d'un coup qu'il fallait chercher l'économie. C'est la seule chose que je savais. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ben, j'économise le travail. C'est magnifique. C'est pour ça que vous dites que vous n'avez pas de métier, mais que vous pratiquez. Oui. Est-ce que c'est un métier de lacérer des affiches? Non, hein? C'est pas vous qui les lacérez. Est-ce que c'est un talent de lacérer des affiches? Le talent, c'était de choisir. Et alors, il y avait le choix de Marcel Duchamp, mais lui, c'est plutôt un anti-choix. C'est quelque chose d'indifférence, d'indifférentiel. Et d'ailleurs, c'est un type qui n'a jamais compris les affiches lacérées. Autant j'aimais les dadaïstes, les surréalistes, ils vous enfermaient dans une peinture. Les dadaïstes étaient ouverts à tout. Et Picabia, alors lui, c'était le grand... Il se contredisait dans la même... Picabia, quand je suis arrivé à Paris, on marchait sur les Picabia dans des galeries. Vous vous rendez compte? En 1947. Il ne valait rien du tout. Et puis, tout d'un coup, pof, c'est reparti. Alors, Jacques, vous parlez du choix. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous choisissez les images? Mais on ne sait pas. Quand vous vous promenez, vous admirez quelque chose que vous n'avez pas fait. Alors, ce qu'il y avait, c'est que je pouvais les signer. Mais ce que vous admirez... Donc, vous voyez les choses et vous les attrapez. Eh bien, je les prends et je les signe. C'était une espèce d'escroquerie mentale. Hein? Et l'art, c'est fait pour ça, c'est pour créer les imprévus. L'art, c'est les artistes qui vont intéresser, c'est pas simplement parce qu'ils travaillent bien, c'est qu'ils nous apportent quelque chose auquel on ne faisait pas attention auparavant. Et c'est l'évolution. Et je ne sais plus qui a dit, il y a progrès en art dès qu'il y a économie. Et moi, j'ai économisé le travail. Alors, vous servez de l'affiche du buffet. Qu'est-ce que vous dit du buffet? Alors, du buffet, on le disait vraiment mauvais coucheur. Donc, quand j'ai pris les du buffet, je lui ai écrit en faisant quelques compliments sur lui, parce que je me suis dit, je vais le flatter un peu. Et puis, je me suis amusé à lui écrire, et il est rentré dans le jeu. Mais dans sa dernière lettre, 3 jours avant sa mort, c'est tout juste s'il me disait, au fond, vous me copiez. Alors ça, j'ai été ravi, hein, parce que c'était quelqu'un qui
je connais un critique, il avait deux amis, Dubuffet et Céline. Céline était un mauvais coucheur et Dubuffet, quand je lui ai écrit, j'étais poli et je lui faisais des compliments, je lui envoyais tout, et pour que le jour où j'expose, il ne soit pas contre moi. Parce que je me disais, on racontait plein d'histoires, il était beaucoup plus simple qu'on le disait, mais il avait eu une très mauvaise réputation. Et vous avez voulu vous servir de son petit personnage pour faire un film. Vous avez voulu vous servir de son personnage, de son petit personnage que l'on a vu pour faire un film. Alors, j'ai collaboré avec Hans. Hans est quelqu'un qui avait nullement la notion du temps, qui n'avait pas la notion de l'argent. Il suffisait qu'il écrive une lettre pour recevoir de l'argent. Un jour, il me dit « Oh, je vais une drôle d'expérience, je reste 36 heures debout et je dors pendant 36 heures. Hein. » Voilà, c'était quelqu'un, il en est mort en quelque sorte, parce qu'il mangeait exactement ce qu'il ne fallait pas manger pour vivre. Et alors Dubuffet, je sais pas, on l'a trouvé une fois sur un trottoir en Espagne parce qu'il s'était perdu. Il est sorti de son hôtel et il ne savait plus dans quel hôtel il était, dans quel quartier et tout. Donc on l'a ramassé, le consulat de France a appelé ses amis et ses amis qui étaient avec lui en Espagne, au lieu d'alerter la police, ils sont revenus à Paris en disant il est revenu à Paris, mais seulement il avait un appartement aussi à Nice. Alors les uns partaient à Nice, les autres à... Jacques et Dubuffet. Dubuffet, Alors, vous vouliez faire un film. Il avait peut-être mauvais caractère. Mais vous voyez, faire un il a film. eu un procès avec l'État. Oui. Vous vouliez faire un film. Et il a gagné son procès. Je suis allé au procès, bien entendu, et il n'a pas réalisé. Il a dit, je vais quand même pas travailler pour des gens qui n'aiment pas mon travail. Et il avait raison. Et vous vouliez faire un film. Vous Parce avez que fait un film. Les commandes de l'État, moi j'ai vu beaucoup de peintres vivaient grâce à une commande, mais ils ne faisaient jamais ce qu'ils exposaient, parce qu'ils étaient obligés de se mettre dans le goût de l'administration. Bon, Jacques, on peut passer aux images qui sont des images qui racontent quelque chose de la société, n'est-ce pas ? Vous voyez, l'art abstrait, je trouvais ça très bien, mais je trouvais malheureux que la peinture ne rappelle pas des événements de l'époque. Quand on regarde les livres de l'histoire de la peinture, eh bien on voit des détails qui expliquent comment vivent les gens. Et ça, ce côté anecdotique, je le regrettais dans la peinture abstraite. Et finalement, les derniers peintres ayant un métier sont les peintres abstraits des années 60, des années 50 et 60. Ils sont reparus et j'ai vu qu'ils connaissaient toute la peinture classique. Donc, ils n'étaient pas révolutionnaires parce qu'ils gardaient toute la technique de la peinture classique. Et ils étaient maîtres là-dedans. Je ne sais plus à quelle époque ils ont eu un renouveau dans les galeries. La peinture abstraite dans des les années 80. Oui, dans les années 80. Oui. Et là, je me disais, ils connaissaient très bien la technique. Mais l'art, c'est pas de bien travailler forcément. Je ne sais plus quel est le peintre
qui travaillait de la main gauche, parce que de la main droite, il trouvait qu'il réussissait trop bien ses dessins. Et je me souviens, j'étais à l'école d'architecture, alors mes collègues de l'école ne comprenaient pas ça. Alors, et moi, je le comprenais parce que on n'était plus l'époque où on fait des peintures comme il y a ici. Et là, vous racontez des histoires donc, avec votre alors, travail. une affiche lacérée, on ne sait pas si elle est bien ou si elle est mal. Hein. Et alors, j'ai des affiches qui sont très composées, et c'est ça qui m'inquiétait. Et je me suis dit, ben, je vais dire que c'est pas moi qui fais ça, que je rassemble les œuvres d'un personnage imaginaire. Alors, j'ai pas dit le lacérateur anonyme, j'ai dit le lacéré anonyme, parce que ça faisait mieux, ça faisait dialectique, un être lacéré est un lacérateur. Oui. Alors, vous travaillez en même temps avec les gens qui font des affiches, parce que parfois, il y a des grands dessinateurs, des grands créateurs d'affiches, et vous vous servez de leur travail. Non seulement vous prenez des affiches qui existent déjà, mais vous aussi vous exploitez le travail de ces créateurs qui font les imprimeurs, les dessinateurs, les graphistes. Oui, pendant l'occupation, à la fin de l'occupation, il y a une maison d'édition qui était près de l'Élysée et qui avait fait un petit annuaire sur l'histoire de l'affiche illustrée. Et elle avait fait aussi un petit... enfin, je vais partir simplement sur les affiches illustrées. Donc, je connaissais l'histoire de l'affiche bien et je voyais qu'elle évoluait. Donc, je me disais, je n'ai pas à m'en faire, l'affiche évolue, donc mon travail évoluera sans que je fasse travailler mon imagination. Je peux me coucher, je peux dormir et les autres vont travailler pour moi, pour que j'ai des périodes successives. Donc, les paresseux sont les meilleurs travailleurs qui soient. Je ne sais pas qui a dit ça, mais alors, vous dites que il faut cultiver ses défauts. C'est à cette époque-là, il y avait un peintre qui trouvait qu'il dessinait trop bien, alors il s'est mis à dessiner de la main gauche. Alors, à l'école d'architecture, quand je racontais ça, mes confrères, ils ne comprenaient pas. Mais alors, j'étais vraiment... l'instinct vous permet tout, de tuer tout, mais en peinture, ça permet aussi de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, s'il n'y avait pas des meurtres, il n'y aurait pas de romance policier. Donc, c'est un élément de la vie. Et donc, je pouvais faire de la peinture avec des choses qui ne sont pas admissibles. Donc, il n'y a rien de mieux. Et il n'y avait que les marchands qui pouvaient me punir et les clients. Alors, Jacques, vous dites que l'affiche a évolué et tout d'un coup, la société évolue aussi. La société, elle évolue aussi. Tout d'un coup, ben oui. 36-15 arrive. 36-15, c'est quelque chose de nouveau dans la société. Non, j'avais une chance formidable. Les messageries sexuelles, parce pourquoi que ça n'existe plus, donc peut-être les gens ne savent pas ce que c'est. Pourquoi j'ai arrêté les affiches? C'est parce qu'on n'en faisait plus et qu'elles étaient au dehors de la main. Et pire que ça, celui qui a dessiné les pancartes hors de la main était un de mes amis de l'école de Nantes. Il était près de Rome en plus. Malheureusement, quand on s'est retrouvés, il est mort. Mais j'étais ravi. Le type qui protégeait les affiches, près de Rome,
on se retrouvait, et puis 3 jours après que je l'ai vu, il est décédé. Alors d'abord, le jour, je me suis dit, sa femme ne veut pas que je le fréquente, parce qu'elle lui disait de rentrer à la maison. Alors je me suis dit, sa femme doit dire qu'il ne fréquente pas ce voyou, un prix de Rome qui... Et en fait, c'est qu'il était malade, et lui, il était content de me retrouver, parce que ça le sortait de son métier, et c'était lui qui faisait toutes les pancartes pour protéger les affiches. Et alors 3615, la messagerie la plus hard. Le 3615... Ce sont des affiches hard quand même. Si j'avais commencé avec ça, j'aurais très mal fini parce que c'était des affiches pour les routiers, les attirer sur les femmes et tout ça. Donc vous téléphoniez à 3615 et vous pouvez avoir des rendez-vous. C'était l'époque du Minitel. Donc j'ai fait ça, heureusement, à la fin de ma carrière. Mais j'aurais commencé par ça, j'avais vraiment, ma réputation était foutue. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans le métier d'artiste, c'est qu'on était provocateur. Dans les artistes, il n'y en a qu'un seul que je n'aime pas, c'est Marcel Duchamp. Le type que j'aimais bien, c'était Tristan Tzara, qui, vous voyez, il était au café à Saint-Germain-des-Prés, personne ne se retournait autour de lui. Je fréquentais l'année précédente du moment où je pouvais prendre mon café avec lui à Saint-Germain-des-Prés. Il était dans un café à jouer aux cartes, aux échecs bien sûr, avec les vieux retraités petits bourgeois du quartier. Et il passait inaperçu. Et ça, c'est une chose que j'ai admirée chez lui. Donc on arrivait, on lui demandait, je peux m'asseoir, et il avait une simplicité, il pouvait se promener dans la rue, personne ne se retournait sur lui, parce qu'il faisait en sorte de n'avoir aucune particularité. Jacques, je voudrais vous demander, cette affiche qui s'appelle Carrefour Sèvres-Montparnasse, elle est très très grande. Je lis, elle fait 8 mètres de long. Alors, eh bien, elle a été... Attendez, vous... Cette affiche, vous pouvez être décoré par ma façon de faire. Dufresne me dit, il y a un grand panneau d'affichage à un endroit. J'y suis allé aussitôt. J'ai pris 3 taxis pour le ramener. Elle est passée de la palissade directement au mur qu'on me donnait pour la biennale donc la première biennale 1959, ça nous a sorti un peu dans le milieu et donc vous l'avez accrochée. Et en 1961, cette affiche, j'ai à peine pu la prendre, je l'ai transportée et je l'ai collée telle quelle dans le musée. Vous voyez, elle date. Elle fait la moitié de la peinture là. Donc j'avais un travail fantastique parce que ça ne pouvait pas se vendre, donc je pouvais travailler à côté pour vivre. Jacques, alors cette affiche de 1961, elle a été vendue au Centre Pompidou en 2002. Est-ce que les institutions vous ont soutenu? Comment ça s'est passé avec les institutions? Non, parce les institutions n'étaient pas très très courageuses. Bon, je faisais rien pour les amadouer. J'étais au courant, au dernier moment, un peintre ne réussit que s'il vit vieux.
Avant, il faut qu'il travaille. Donc j'avais fait architecture au lieu de faire peinture. Mais quand j'ai pratiqué le métier d'architecture, j'ai fait en sorte de faire que la surveillance des travaux. Donc j'avais les rendez-vous de chantier, et puis à écrire, quelquefois il fallait écrire des lettres un peu dures aux architectes. Et la lettre la plus dure que j'ai écrite à un architecte, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Votre lettre est formidable, je l'ai lue en réunion de chantier et je ne veux plus, et j'ai dit aux entrepreneurs, je ne veux plus recevoir de lettres comme ça de monsieur de la Villeglay, alors faites attention. » Eh bien, il ne m'en voulait pas parce que du fait que j'avais fait architecture, j'avais le langage des architectes, donc j'étais comme un confrère à eux, et quand je leur écrivais, ils ont un esprit qui n'est pas le même. Et Jacques, on va bientôt être obligé d'arrêter, donc encore une petite question. Cette affiche qui s'appelle graphisme, c'est quelque chose qui amène une transformation dans votre travail parce que vous découvrez les alphabets que vous allez appeler les alphabets sociopolitiques. Vous découvrez en 1969 dans le métro ce type de caractères et vous commencez à les utiliser pour créer des espaces comme vous allez créer à la Galerie Valois, comme en ce moment à la Galerie Valois, vous avez utilisé ces alphabets. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment? Alors, c'est aussi dans la rue que j'ai trouvé ça, pas dans la rue, dans le métro, c'est encore pire, hein, et métro République, hein, parce que je peux faire les choses que dans des lieux vraiment historiques. Hein. Donc, métro République, Nixon venait rendre visite au général de Gaulle, il y avait des Nixon écrits partout, Nixon atome, et je vois un Nixon écrit le N avec les 3 flèches du Parti socialiste de 1930, le I, le croix gammée, le X, la croix, non, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O avec la flèche, je ne sais plus, le haut, la flèche, ah oui, c'était un mouvement hors de là, du monde, et à nouveau les 3 flèches de Serge Chacotine, créées en 1930 contre la croix gammée. Chacotine avait vu une croix gammée barrée de 3 et il a dit il faut que le contre-révolutionnaire, le révolutionnaire soit dynamique. Donc aux 3 traits, il a ajouté les flèches qui donnent le dynamisme contre la croix gammée. Donc, vous voyez, la deuxième partie, c'est mon alphabet sociopolitique. Il est trouvé dans la rue, il est anonyme. Ça fait depuis 1969, je raconte cette histoire. Alors, les 3 flèches, il y a quelques gens qui me disent c'est moi qui l'ai fait. Je crois que les 3 flèches, c'était des élèves de comment ils s'appellent? Non, c'est pas ça. Je confonds tout parce que j'ai tellement de souvenirs que, en tout cas, les 3 flèches sont de Chacotine. C'est un slogan qui vient d'étudiants. Alors, dites-moi, comment vous êtes passé de cette petite inscription dans le métro à ces grandes inscriptions sur le mur? Vous en avez fait d'autres dans la rue, aux Tuileries, etc. Et là, c'est donc la dernière exposition. Alors, c'est la seule fois où je vais parler de Picasso,
qui a dit une page d'écriture peut être un tableau. Donc vous voyez, j'invente rien du tout, je suis un suiveur de Picasso aussi, et donc je pouvais faire des tableaux avec des lettres, et je l'ai fait en sociopolitique. Donc ça continuer les affiches, c'est un même but qui n'est pas très catholique. Les bourgeois, il n'y a que les raffinés qui aiment les choses qui traînent dans la rue. Donc ça donne de l'unité parce que j'essaye d'avoir une unité dans ma vie. Hein. Donc tout ce que je fais vient de la rue. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Et je n'y suis pour rien. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait terminer sur une de ces phrases à l'intention oui, il y a le soleil qui nous embête là-haut. À l'intention des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Est-ce que, n'est-ce pas? Bon, pour faire mes signes sociopolitiques, la première phrase que j'ai prise, c'est un texte de Élifort. J'ai fait ma première exposition sociopolitique dans une galerie de Nice. La deuxième exposition, je crois que je l'ai fait sur la Côte d'Azur. Moi, je me demande si on Donc, ça revenait à ce que si vous savez dessiner, si vous savez écrire, vous savez dessiner. Donc, pourquoi pas dessiner en faisant des lettres, hein. Alors, et c'est quand même une succession, c'est du cubisme qui ont remplacé la femme nue par des lettres. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec je cette fais un phrase? remariage avec la littérature, ce qui est intéressant pour moi. Vous avez cette phrase de Camille Corot. Est-ce que c'est une phrase à l'attention des étudiants? Donc c'est un jeu, il faut trouver des lettres, et ce qu'il y a de bien, c'est même mon marchand y rentre, puisqu'il se fait traiter de... Vous avez la phrase. Ce qui importe dans une technique, c'est de ne pas la maîtriser. Alors la plus vieille phrase date, vous voyez, la plus vieille phrase date du XVIIe siècle. C'est de Louis-Sébastien Mercier, c'est XVIIIe. Hein. Dans les orages révolutionnaires, l'affiche, c'est le tocsin. C'est même un type qui avait fait des murs avec des affiches. Mais... Donc c'est amusant, on sort des phrases, quelquefois de leur contexte. Vous avez bien connu les lettristes. Vous avez connu les lettristes. Les lettristes, c'est ma génération. Vous voyez, je n'ai pas fréquenté au début Isidore Isou, parce qu'il était mégalo, et il vous expliquait, on était d'accord avec lui, mais il fallait lui faire des compliments, reconnaître qu'il était le chef, donc j'ai préféré fréquenter l'international lettriste qui est devenu international situationniste. Voilà. Je me suis bien entendu avec Debord parce que je restais moi-même, que je l'ai fréquenté parce qu'il fréquentait des cafés que j'aimais bien et que c'était une bande d'aventuriers. Et le situationnisme
Donc il y avait chez Debord, d'abord il a nommé son mouvement international lettrisme et je lui ai dit mais tu te fous du lettrisme, ça t'intéresse pas? Alors il m'a dit oui, mais c'est un mot porteur. Ça lui a donné une première position de reconnaissance. Et alors, puis après, Jacques, il a fait le situationnisme, mais vous remarquerez qu'il ne dit pas que c'est lui qui le crée. C'est un type, il n'a rien écrit pour ainsi dire. Il n'a fait que paraphraser d'autres, que citer d'autres, c'est-à-dire faire le détournement. Donc il avait choisi, le premier, c'est d'aller se moquer de Charlie Chaplin. Donc Isidore Isou était beaucoup plus conformiste. Jacques, on va passer là. On vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces remarques très amusantes et très pertinentes. Mais là, je pense qu'il y a peut-être des étudiants qui veulent poser des questions. Il suffit de se lancer, c'est toujours pareil. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans l'écriture sociopolitique, c'est que vous pouvez mettre l'une à côté de l'autre des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Vous voyez, c'est mêler tout bric-à-brac, donc ça représente notre monde. Vous voyez, j'ai vécu des époques absolument différentes. La société de consommation et puis maintenant où on connaît le confinement. Hein. Question. Merci. Quel est votre rapport à l'effort des autres? À l'effort des autres, par exemple. Je ne comprends pas, j'entends pas déjà. Par rapport à l'effort des autres, parce que ici. Ça résonne. Oui, vous travaillez avec l'effort des autres. J'ai beaucoup aimé ça. Et quelles ont été vos rencontres avec les gens qui collent les affiches, par exemple? Vous n'entendez pas? J'entends pas, on n'entend pas. Quels ont été les rapports avec les gens qui collent des affiches? Avec les gens qui collent les affiches, avec les afficheurs. Votre rapport avec les colleurs d'affiches. Vous étiez obligé de faire attention, je me souviens. Il fallait faire. Vous voyez, surtout que je travaillais en plein jour. Hein. Je ne sortais pas la nuit. C'était beaucoup plus dangereux la nuit, hein, parce que vous êtes en train de lacérer une affiche, un voleur de montre vous attaque et vous perdez votre montre. Hein. Donc il faut mieux faire ça le jour. Donc si des agents me disaient quelque chose, je disais, je travaille pour des chromologues et je prends des échantillons d'affiches pour étudier comment telle couleur passe. Non. L'affiche que je prends raconte aussi l'évolution des couleurs des affiches. En 1940, dans les années 40, vous n'avez à peine de beaux gris. Les gris sont des gris vraiment tristes. Après, vous avez eu des gris bleutés. Donc, je ne raconte pas simplement les différences de typographie, les différences d'illustration. Je conserve l'histoire de la chromologie. Donc, les historiens de l'art pourront étudier les sociétés rien qu'avec les couleurs de mes affiches. Donc, c'est pas mal, hein.
J'étudie, je représente la société sur des plans absolument différents. Et il y a des plans que je ne connais pas encore, que quelqu'un va dire « Oh, c'est très intéressant, ça, parce qu'on peut analyser telle chose auquel on ne pense pas aujourd'hui ». Une autre question. Donc, ça fait que je suis beaucoup plus proche de la réalité et vraiment, c'était ça qui je me plaignais avec la peinture abstraite, c'est que on racontait pas la vie des gens. Jacques, une autre question. Il y a une autre question. Alors, comme vous en avez vu des vertes et des pas mûres, j'imagine, pendant toute votre vie. Pardon ? J'imagine qu'il a dû vivre plein d'aventures, quoi. Tout à l'heure, il parlait des écoles, des guerres, des trucs et tout. Donc là, maintenant, en ce moment, on est dans un bric-à-brac réel. Bon, bref. En gros, qu'est-ce que vous diriez à nous autres, les jeunes, si vous aviez un conseil, quoi. Un conseil pour les étudiants, pour l'avenir, pour leur travail, pour qu'est-ce qui peut les aider? Qu'est-ce qui peut les aider à l'avenir dans leur travail? Vous voyez, un artiste, il fait un travail, mais il peut quelquefois ne pas l'expliquer. J'ignore ce qu'il y aura dans l'avenir. Je ne suis pas un médium, hein. Je ne suis pas une tireuse de cartes. Je m'intéresse aux tireurs de cartes, peut-être, mais j'ignore. On fait un travail comme des somnambules, quelquefois. La création, c'est quelque chose d'inexplicable. Et vous avez choisi cette phrase. Le tout est d'avoir du génie à 20 ans et du talent à 80. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adresser aux étudiants? Et c'est Camille Corot qui a dit ça, et il a parfaitement raison. C'est quand on est jeune qu'on crée, et dans sa vieillesse, on vit sur sa jeunesse, on exploite sa jeunesse. Bravo. Vous savez, bravo, on est... Bravo.